Nous sommes dans un tout nouveau musée qui va ouvrir officiellement en fin de semaine, le musée du parchemin et de l'enluminure. Nous sommes dans le domaine de Vaujoubert à Rouillon. Nous allons essayer de connaître comment se fabriquer un livre, toutes les étapes de A à Z, un livre au Moyen-Âge. On va voir comment ça se passe dans la pièce du fond par là-bas. Et le maître des lieux m'attend, Jean-Pierre Nocoligny. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Ça va, merci de nous recevoir. C'est tout le plaisir pour moi. On a besoin de savoir, on a besoin d'apprendre, de comprendre comment se faisait un livre au Moyen-Âge. Et l'étape première, c'est ici, dans cette pièce. Ici, on fabrique le parchemin, qui est la denrée sur laquelle, la matière, donc sur laquelle on écrit au Moyen-Âge. À l'exclusion de toute autre matière, papier, papyrus, etc. C'est le parchemin, ça s'appelle. Le parchemin, ça commence avec de la peau de bête, de chèvre, de mouton, c'est ça? Alors, chèvre ou mouton, ou alors pour un parchemin qu'on appelle le vélin, qui est très précieux, on prend du veau mort-né, c'est-à-dire du veau qui a été avorté. Du veau qui n'a pas vécu. Et à ce moment-là, cette peau est très très souple, très blanche, très précieuse, très délicate. Donc on appelle ça le vélin. Le parchemin ordinaire autrement, mais c'est mouton et chèvre. Eh ben, on va aller voir, c'est ça. Donc on part de quoi? On part de ça. Ça c'est quoi? C'est d'une peau qui a encore ses poils. Voilà, c'est une peau qui a encore ses poils, puis qui demande à être baignée dans des bains comme ceux-là. Les bains qui sont là, et qui vont comporter de l'eau et de la chaux vive. Alors au bout d'un certain temps, on va retirer les peaux de la chaux vive, justement, on va les mettre sur un chevalet, puis les ébourer, c'est-à-dire leur enlever le poil d'un côté, et les écharner, c'est-à-dire enlever de la chair de l'autre côté. Ah oui, il faut de gros outils. Alors il y a des outils entièrement manuels, c'est-à-dire c'est des couteaux. Alors en termes de tannerie, mégisserie et parchemin, on ne dit jamais un couteau, on dit un fer. Parce qu'il est en fer. Donc là, c'est par exemple un fer à ébourer, qui va servir donc à enlever du poil. Alors lorsqu'on le passe relativement violemment sur la peau, on arrive à extirper le poil qui s'en va donc tout seul parce que la peau était baignée dans la chaux vive. Donc le poil s'en va tout seul. Voilà, pour ainsi dire. Voilà. Alors l'opération pour une peau peut prendre environ 10 minutes. Et donc l'opération s'appelle ébourrage. Parce qu'en termes de métier, le poil, c'est pas du poil, c'est de la bourre. D'accord. Voilà. Une fois que c'est fait, hop, ça passe de l'autre côté. Non, non, c'est pas si simple. Bon, ça retourne dans la chaux? Non, avant, ça va subir une autre opération, cette fois de l'autre côté de la peau. Alors, ce côté-là, la chair. Pour enlever de la chair, parce que ce côté-là, donc, lorsque la peau était dépouillée de l'animal à l'abattoir, il est resté plein de lambeaux de chair, de muscles, de graisse, etc. Et il faut les enlever aussi, parce qu'après, donc, quand on va cadrer l'opération suivante, donc, il nous faut une peau déjà propre, ce qu'on appelle propre, débarrasser du poil d'un côté, de la chair de l'autre. J'ai un boulot avant d'arriver là. Donc là, c'est encore un autre outil. Un autre outil, c'est un fer cette fois à écharner, qui est relativement coupant, acéré. Et par conséquent, donc, l'opération doit être très délicate. C'est-à-dire qu'on passe le couteau, enfin le fer si vous préférez, très délicatement, et on enlève avec patience, puis avec méticulosité, donc tout ce qui gênerait l'écriture, etc., sur le futur parchemin. Donc voilà, c'est des petits débris qu'on voit bien que il n'y a pas grand-chose, mais il faut l'enlever quand même. L'encadrement. Bonjour, c'est Anne-Marie. Bonjour, oui. Enchanté. Je fabrique du parchemin aussi, ce qui est rare pour une femme, mais c'est comme ça. Et donc là, vous occupez de cette partie-là. Mettre la peau à plat. Et pourquoi il faut la mettre à plat pour que pour que ça fasse une page de livre plate, autrement elle serait gondolée ou ronde comme la forme d'un mouton. D'accord. Et donc là, il faut tirer avec des pinces et j'ai pas de pince. Voilà. Une pince. Et tirer avec une pince très fort et l'accrocher sur le cadre. Ils avaient déjà des pinces comme ça au Moyen-Âge? Ils faisaient ça comme ça. Ah oui, d'accord. Il n'y avait pas de pince alors? Il n'y avait pas de pince, non. Donc c'est une tension très très forte parce qu'il faut vraiment que ça soit plat et que ça le reste. Et ça va rester combien de temps dans cet état-là? Ça peut rester un mois après. Sécher, pour que ça sèche, il faut que ça reste un mois pour que vraiment la peau soit complètement sèche avant de pouvoir travailler dessus. Cette peau n'est pas propre à l'écriture. Pour qu'elle soit propre à l'écriture, il y a encore autre chose à faire. Il faut poser dessus, on prend la même peau qui a été cadrée, on la pose sur cette table qui n'a pas de plateau. Voilà. Et on a posé dessus de la poussière de craie. Il n'y a rien en dessous. Et c'est justement pour que le couteau, ce couteau bizarre, ce fer donc à édosser, on appelle ça, il passe sur la peau sur laquelle on a posé de la craie. Alors la craie, il y a 3 usages. Elle est blanche, à l'origine, donc elle était blanche. Donc elle blanchit le parchemin, elle l'opacifie, elle le dégraisse. Donc ça, c'est la toute dernière opération, donc avant le ponçage du parchemin, c'est-à-dire la peau qui pourra ensuite être découpée en pages. Voilà, enfin le parchemin est fini. C'est bon, on passe à l'étape suivante. On passe à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est l'atelier écriture. Il y a même une salle de cours ici dans le musée, donc on peut s'entraîner et vous allez nous expliquer comment ça fonctionne quand on démarre
l'écriture au Moyen-Âge? Alors au Moyen-Âge, donc il n'y a pas tous les outils qu'on a maintenant, hein. Il y a de l'encre, des plumes. Et puis pour le reste, il y a des pinceaux, bien sûr, avec lesquels on applique de la peinture, qui est fabriquée à la main également. Il n'y a pas de magasin qui vendent de la peinture au Moyen-Âge. Voilà. Ici, on a donc ce qu'on appelle le scriptorium. On a des plumes d'oie, on a de l'encre, qui a été fabriquée à partir de galles de chêne, des boules qui poussent sur un chêne, accidentellement, et qui font de l'encre. Donc encre de galles de chêne. Et l'écriture elle-même, ben, on applique avec une plume d'oie, qui peut être une plume d'oie blanche ou d'oie bernache, peu importe. Elle a été taillée pour faire de l'écriture, c'est-à-dire que lorsqu'on dépose la plume sur le parchemin, on se rend compte que la plume a été taillée de telle façon qu'elle donne des traits qui sont différents, suivant comment on pose, dans quelle position on pose la plume, et on la descend. Et c'est pour ça que les écritures médiévales ont cet aspect justement de gros traits et de petits traits, hein, qui font donc tout le charme, mais la normalité également, de l'écriture médiévale. Alors les écritures peuvent être rondes ou relativement carrées, hein, comme on le fait souvent remarquer, peu importe. Le principal, c'est qu'on va toujours vers le bas, on ne va jamais vers le haut. Ça fait mal aux oreilles. Ça fait mal aux oreilles, voilà. Donc l'apprenti calligraphe, ici dans le musée du Parchemin, peut tout simplement s'entraîner avec les plumes qu'on lui met à disposition, avec des calames, des roseaux taillés, et puis de l'encre qu'on a fabriquée effectivement comme au Moyen-Âge à partir donc de galles de chêne. Et ici, les visiteurs du musée, est-ce qu'ils peuvent essayer aussi? Alors tout le monde peut essayer à condition d'être soigneux. D'abord sa tâche, c'est de l'encre, c'est bien noir, hein. Voilà, normalement elle est bien noire. Sa tâche, et puis il faut faire très attention à ne pas esquinter nos outils, qui sont quand même assez rares, hein. Donc une plume d'oie, il y en a 10 à peu près par animal et par an. Hein, Ah oui, donc c'est tout? une denrée assez précieuse. C'est les plumes des ailes uniquement, hein. Quant aux roseaux eux-mêmes en parchemin, les roseaux pour écrire sur le parchemin, les calames donc, c'est des choses qui sont eux relativement inusables et costauds, hein. Donc quelque chose qui va bien résister et qui va nous donner une grande satisfaction. Alors bien sûr, on fait la démonstration pour dire c'est pas magique, hein, c'est quelque chose qui se fait avec technique. C'est-à-dire, comme je répète, quand on descend en mettant son outil dans des positions différentes, eh bien on obtient des traits qui sont différents. Voilà. Donc c'est des modalités d'écriture qui sont typiquement médiévales. Ok, ça c'est fait, on continue? On continue. Ah bah, je vous rejoins pour la suite de la visite du musée. Et là, nous sommes dans l'endroit où se préparent les couleurs, c'est ça? Voilà, par exemple, là, nous avons des terres, des plantes, des oxydes, donc toutes des choses qui sont donc destinées à devenir des couleurs uniquement pour l'enluminure. On ne s'occupe pas de teinture pour tissu. Par exemple, ce que tient Anne-Marie, là, c'est très important. Si on a de l'eau de rose, il faut faire mariner un certain nombre de temps ces boutons de rose pour avoir quelque chose qui... Puis filtrer après, bien sûr, pour avoir quelque chose qui tue les champignons. Donc si on a une couleur qui moisit, parce qu'on l'a mal utilisée, on peut mettre de l'eau de rose dedans et ça sent bon en plus. Ça sent très bon. Donc ça c'est uniquement pour tuer les champignons, pour les couleurs naturelles qui sont faites à partir de quoi alors? Voilà, beaucoup de terre d'ocre. Vous voyez tout l'assemblage des couleurs. Il y a beaucoup de vert, il y a beaucoup de brun foncé, des jaunes, des rouges, des oranges, des roses. Il y a quelqu'un de très sympathique qui est en train de dormir dans ce bocal par là, mais que fait un serpent ici? On est au Moyen-Âge, donc forcément il y a un serpent et des choses bizarres pour utiliser les couleurs, pour tout ce qu'on a comme image de l'alchimie et du Moyen-Âge. Et on va voir le résultat final avec un des livres que vous avez sortis. Voilà, oui. Parce que vous êtes aussi une maison d'édition du coup. Voilà, un livre unique. Mais effectivement, on cherche un peu un imprimeur aussi, mais bon. Donc les pages, on recopie des pages de livres et de temps en temps on les met en livre parce qu'il faut que le musée tourne. Donc tout est à vendre dans le musée, chaque page peut se vendre, mais nous on a besoin aussi de montrer, d'amener le résultat parce que de temps en temps on fait des expositions loin. Donc on emmène notre gros manuscrit, ça suffit pour donner l'ensemble. Et ça va être le clou du spectacle. Vous m'accompagnez? Voilà. Oui. Je vais vous montrer le trésor. Il est là, dans cette boîte. Venez voir, regardez cette boîte. On va l'ouvrir. Il est bien protégé. Il y a surtout une serviette, c'est pour s'essuyer les mains, pour ne pas tacher les pages du livre. Parce que c'est un ouvrage qui est tout neuf, mais il est quand même assez fragile. Il est loin d'avoir 1000 ans comme il devrait représenter. Il aurait pu avoir 1000 ans. Mais là, il n'a que quelques années, mais il est fragile, puis il faut le respecter. Alors quand on le sort, il faut déjà les mains propres. Puis ensuite, il faut le sortir avec assez de force, parce qu'il fait quand même 9 kilos. Ah oui. C'est un beau bébé.
Ah, dans le cartable, là, ça fait du Dans poids. le cartable, ça fait du poids. Alors voilà comment on fermait donc les livres au Moyen-Âge. Ils étaient mis à plat, comme vous venez de voir. Et lorsqu'on les ouvrait, on enlevait déjà des ficelles. On avait une superbe couverture qui, normalement, donc était ouvragée, avec beaucoup de somptuosité, et qui coûtait presque aussi cher que le contenu du bouquin lui-même. Hein, voilà, la couverture elle-même. Donc avec des joyaux, des pierres, des ivoires centraux, etc., etc. Voilà. Alors donc quand on ouvre le livre, c'est pour découvrir qu'il y a une reliure qui est la façon de relier qui est sommaire, certes, mais qui recèle des véritables trésors. Donc reliure très sommaire, mais par contre des enluminures, des pages calligraphiées enluminées qui ont demandé donc beaucoup d'heures de boulot. Pour le livre tout entier, il y a 4000 heures. C'est vraiment de la peau. Là, c'est la peau, de comme on l'a chèvre ou vu, de mouton. comme on l'a vu tout à l'heure, oui, oui. Chèvre ou mouton, donc on l'utilise sur les deux faces, hein, comme on voit, et pour faire un livre qu'on appelle un codex. Donc C'est arrivé en quelle époque, ça, au Moyen-Âge? Alors le codex, il semblerait bien qu'il est contemporain de la fin de l'Empire romain, c'est-à-dire 4e siècle de notre ère. Et auparavant, donc on ne devait faire que des rouleaux. Alors cette façon de faire, le fameux codex, là, c'est parce qu'on gagne de la place par rapport au rouleau. On écrit sur les deux faces du parchemin. Oui. Voilà. Puis d'autre part, il a une manipulation qui est quand même intéressante. Là, si vous cherchez la page 145, vous la trouvez tout de suite. Dans un rouleau, on sera obligé de tout le dérouler. Voilà. C'est pas facile pour lire au lit le soir avant de s'endormir. 9 kilos, déjà, ça pèse sur l'estomac. Hein. Alors là, on nous fait souvent la réflexion, pour ce que Il y a le un montre trou. à beaucoup de gens, c'est la peau, hein, c'est pas nous. Hein. La peau avait La un peau trou. était comme ça, Eh donc, ben, on a- à l'époque on laissait aussi. Voilà, on a laissé aussi. Alors, c'est le moment de montrer une petite chose qui est intéressante. Pour les gens du Moyen-Âge, quand le parchemin était transparent, ça pouvait donner des choses, justement, qui étaient intéressantes. Celle-ci, par exemple. Voilà, hop. Voilà. Et celle-ci, voilà. C'est exactement le même truc. Donc, nous avons là un titre de livre, hein, Liber Primum Plantarum, la page qui vaut donc 50 €. Et puis ici, à la feuille d'or, la page qui vaut 5000 €. Voilà. Exactement le même titre, voilà. C'est intéressant, voilà. Et ça, vous l'avez fait de vos mains. Voilà, c'est quelque chose qui est réalisé à temps, à temps complet au musée. Donc là, ce ne sont que des pages en fait qui étaient exposées avant et puis qui sont rentrées dans un livre parce que il y a un moment, il fallait Faire de la place. faire de la place. Voilà. Toutes les pages que l'on voit là, un Un jour jour. vont rentrer dans un livre. Un jour, elles passeront dans un autre livre. Voilà. Ouais, dis donc, c'est impressionnant. Hein. Donc le musée est ouvert. Donc l'inauguration, ce sera en fin de semaine. L'inauguration, c'est vendredi soir à 18 h avec Monsieur Boulard, avec Monsieur le maire de Rouillon, tous les officiels, des amis professeurs d'université qui viennent nous encourager, et puis le public. Et ensuite, pour faire les visites, alors on peut venir avec sa classe, par exemple, si on est instituteur. Oui, oui, tout à fait. Une journée ou une visite du musée simple, mais une journée de préférence. On a un programme pour occuper les enfants une journée et même les promener dans le parc de Vaujoubert à midi. Eh ben voilà. Une belle sortie scolaire, très enrichissante. Merci à tous les deux de votre accueil. On a eu le privilège de venir avant tout le monde visiter le musée. C'est vraiment très gentil à vous. J'espère que vous aurez plein de monde après, beaucoup de visites, beaucoup de personnes qui vont s'installer ici et apprendre à écrire comme à l'époque. Voilà. Et à très bientôt. À bientôt. Merci. Merci Jean-Pierre. Merci. Au revoir. Et je vous invite vous aussi à venir visiter le musée, c'est à Rouillon, c'est ouvert jusqu'au mois de septembre, jusqu'au 30 septembre de 15 h à 18 h et vous allez peut-être repartir comme moi avec votre prénom imprimé comme ça. C'est pas mal, non? Allez, l'infiltré du dimanche continue, direction Le Mans cette fois-ci. Nous allons au 33e salon d'art plastique du Mans. Ça se passe à la salle Paul Courboulet, c'est parti.